Troisième partie de lecture. Le déconfinement, l'immense déception d'une société déconfite. 11 mai, 31 août 2020. Mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place. Elle dirige aussi mes sentiments. Elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle. Et qu'arrive-t-il si cette langue cultivée est constituée d'éléments toxiques ? Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde. Ils semblent ne faire aucun effet. Et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Victor Klemperer, La langue du Troisième Reich, 1947. Les librairies furent prises d'assaut, les festivals affichèrent complet. Mais le président de la République décida tout seul, le 13 avril, de fermer les universités jusqu'à la fin de l'été. Cette décision arbitraire, dont on ne connut jamais les raisons, fut annoncée dans l'indifférence générale. Les décomptes morbides du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, avaient fait leur effet. En pandémie, beaucoup voulaient désormais rester aux abris, et ce sont eux qui imposèrent leur vue à tous les étudiants, les enseignants, les chercheurs, qui avaient un besoin vital de se retrouver. La décision présidentielle trouva même des appuis du côté des partis de gauche et des syndicats. Enfermés dans une opposition simpliste entre la santé et l'économie, ces derniers crurent résister au grand capital en prônant un confinement volontaire à durée indéterminée et tombèrent à leur tour dans le panneau des chroniqueurs qui présentaient la peur du virus, pour soi-même et pour ses proches, comme un nouveau civisme, celui d'une société du soin où primerait le collectif. La protection des personnes à risque était évidemment une nécessité absolue. Mais pour être efficace, elle aurait dû justement ne pas céder à l'imaginaire fallacieux de la pandémie. Celui d'un monde où chacun était, à égalité, menacé de mort en quittant son foyer. Ce déconfinement raté fut le début d'une longue séquence politique inédite, dans laquelle tous les partis d'opposition renoncèrent à discuter, dans les grands médias, les décisions sanitaires du gouvernement. En pandémie, la santé n'était plus un objet de discussion rationnelle soumis aux arbitrages de la démocratie. Elle s'imposait comme un nouveau pouvoir transcendant ou sacré, interdisant toute profanation par une discussion éclairée, qu'elle soit politique ou scientifique. Certains dénoncèrent alors un nouveau pouvoir, prêtant au gouvernement une soudaine idolâtrie de la vie nue, mais c'était tombé dans un autre panneau. Car, à y regarder de plus près, les décisions du gouvernement ne furent jamais guidées par un souci réel de la vie et de la santé. Après avoir reconduit une vieille politique d'austérité essorant les systèmes sanitaires, il y eut bien sûr l'affaire des masques, où le gouvernement préféra laisser courir les contaminations plutôt que de reconnaître les erreurs du passé, et où l'ARS Nouvelle-Aquitaine fit brutalement disparaître des écrans, du fait de la pénurie, sa campagne sur les super-héros portant le masque et sur leur super-pouvoir. Il y eut aussi toutes les victimes sanitaires indirectes du confinement, celles qui, dans les EHPAD, à domicile et dans les autres services hospitaliers, Covid ou non Covid, étaient soustraites au regard des caméras. Il y eut encore la débâcle des tests, où le ministre de la Santé accumula les retards et préféra faire du chiffre, en livrant 1 million de tests par semaine à une population désorientée, sans la moindre stratégie de dépistage. Il y eut enfin l'absence complète de prise en charge des publics à risque, qui furent renvoyés autoritairement sur leur lieu de travail, contre l'avis du Haut Conseil de la Santé publique, par un décret du 31 août, lui-même annulé par le Conseil d'État le 15 octobre.
Il n'y eut jamais, au fond, ni de stratégie de santé publique, ni de grand plan de reconstruction du système sanitaire qu'une telle catastrophe avait pourtant rendu indispensable. Plutôt que de dénoncer le prétendu pouvoir de la vie nue, c'est de cela justement qu'il aurait fallu rationnellement discuter. Et c'est à cela, notamment, qu'aurait dû servir la réouverture des universités. Au lieu de retrouver l'air printanier des parvis et des campus, l'immense majorité des universitaires basculèrent dans une activité intégralement numérique, poursuivant l'isolement du confinement. Les colloques devinrent virtuels, les séminaires mutèrent en webinaires, et les réunions pour organiser un simulacre d'examen en ligne dégénérèrent en une zoomite aux effets délétères. Un processus de congélation se mit à décomposer la pensée et le savoir universitaire, interrompant pour longtemps la conversation scientifique et abîmant durablement nos collectifs de travail. Il était pourtant plus qu'urgent que nous nous retrouvions pour enquêter ensemble sur les causes de la catastrophe. Ce rendez-vous, auquel beaucoup d'entre nous aspiraient depuis mars comme à une planche de survie, fut au mois de mai annulé sine die. Il contribua à l'immense déception du monde d'après, celui d'une société déconfite qui ne parvint pas à se retrouver. C'est à ce moment que triompha dans les têtes la distanciation sociale. Certains se demandèrent s'il n'y avait pas là une forme de lapsus du gouvernement. Désignant les distances physiques de sécurité, l'expression « social distancing », reprise à l'anglais des épidémiologistes, trahissait peut-être ici un projet politique inavouable. Celui d'une dissolution des mouvements sociaux qui, depuis 2 ans, avait bloqué le gouvernement français dans ses réformes. Qu'il se soit agi d'un lapsus ou d'un choix délibéré, l'expression se répandit comme une traînée de poudre et elle fonctionna comme un nudge efficace, décourageant toute forme de reprise de la vie sociale, en particulier chez ceux qui se devaient d'afficher un comportement responsable. Chez les plus diplômés, une sorte d'hésitation et même de honte s'installa, qui décourageait par avance toute participation à la vie collective. Devant chaque invitation à se réunir, un scrupule à chaque fois s'instillait dans les consciences. Ne fallait-il pas plutôt respecter la distanciation sociale ? À la faveur des suggestions inconscientes de ce nouveau lexique, l'immense majorité des mouvements sociaux organisèrent eux-mêmes leur propre dissolution. Pendant toute la fin du printemps, il fut bien vu, en effet, de déserter les agoras démocratiques, les assemblées générales et les manifestations dans la rue, tout en se pressant dans les commerces et dans les transports en commun. On assista, impuissant, à la réouverture en fanfare du Puy du Fou, le grand parc de loisirs vendéen de la droite conservatrice, et à la fermeture brutale du 38e marché de la poésie, annulé par le mutisme volontaire du préfet de Paris. Le travail critique sur la langue était pourtant devenu, plus que jamais, une affaire de salubrité publique. Rien d'étonnant donc si dans ce nouveau régime d'exception, la langue des dominants fut autorisée à broyer celle, subtile, fragile et exigeante, des poètes. Si l'on avait pu se retrouver place Saint-Sulpice, il aurait fallu d'urgence analyser l'effet toxique de ces mots nouveaux que tous, sans réfléchir, se mettaient à reprendre à leur propre compte. On aurait ainsi réalisé ensemble que sous les prestiges du distant ciel, suggérant la distinction de la distance et le bleu du ciel, se dissimulait la pérennisation de ce que les plans de continuité avaient appelé, avec plus de franchise, le mode dégradé. Et que son double, le présentiel, tendait à présenter la coprésence réelle, en chair et en os, comme une simple option, possiblement coûteuse et en partie dépassée. La ministre de l'Enseignement supérieur
nous expliquerait bientôt que pour enseigner le présentiel, c'était important, car il fallait de temps en temps du contact, surtout avec les plus fragiles. Mais l'essentiel se jouait ailleurs. Si l'enseignant devait condescendre à intervalles réguliers à un peu de contact, il serait invité, dès la rentrée, à trôner tout le reste du temps dans le ciel immatériel des idées et de la distance. Invitation à laquelle beaucoup d'universitaires, confinés volontaires depuis des décennies et peu pressés de se confronter avec leur corps aux résistances du réel, cédèrent de bonne grâce. Cette immense déception de la société quant au monde d'après expliqua probablement les souffrances psychiques du déconfinement. Après les grandes tribunes lyriques qui avaient envahi les journaux au moment de la tempête, ce furent le silence et la nausée qui s'installèrent durablement, inaugurant une longue période de malaise où l'on se contenta d'attendre passivement la deuxième vague. Pendant ce temps, le gouvernement ne fit strictement rien, mettant en scène une politique de test qui allait être bientôt dénoncée par tous comme un nouveau fiasco. Il organisa en parallèle un second spectacle, le Ségur de la santé, qui allait créer une immense vague de déception. Les soignants furent quasiment les seuls, à la sortie du confinement, à manifester dans l'espace public et à y être autorisés par les préfectures. On aurait pu imaginer que les millions de Français qui les avaient applaudis et érigés au rang de héros viendraient défiler à leur côté. Il n'en fut rien, et il n'y eut là rien d'étonnant. Car si l'héroïsation avait si bien fonctionné, c'était justement pour désamorcer toute forme de conflit social et convertir magiquement le négatif de la colère en l'honneur du dévouement. Cherchant à exploiter jusqu'au bout sa rhétorique martiale, Emmanuel Macron promettait aux héros une médaille de l'engagement et un défilé de blouses blanches le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Au sortir de ce qu'il avait nommé une guerre, le chef des armées usait du même langage militaire pour soumettre ses soldats, les lauriers qui obligent. Plutôt que de protester aux côtés des rebelles qui, dès le mois de mai, défilèrent en public pour jeter leurs médailles de papier à la poubelle, la plupart des citoyens décidèrent d'attendre, confiants, le grand plan du gouvernement qui allait sûrement achever en temps de paix la réconciliation. Comme le grand débat en son temps, le Ségur, tant attendu, consista pour l'essentiel en une immense vague de mots. L'analyse sémantique de ces conclusions révèle un continuum liquide, loin de la sécheresse d'un texte programmatique ou d'un article de loi. Si l'on supprime les poncifs et les notes d'intention n'engageant à rien, il ne subsiste que quelques pages de programme, limitées à d'insuffisantes augmentations de salaire, à des primes opposant les soignants entre eux, et à des promesses de financement discutables. Cette avalanche de mots et de chiffres biaisés produisit une sorte d'hypnose, tout en continuant d'instiller la langue toxique du management. Gouvernance, bienveillance, prévention des conflits, qui depuis des années déjà épuisait les soignants. Mais en dépit de la débauche de paroles et de chiffres, le Ségur fut lui aussi un fiasco. À la place du choc d'attractivité annoncé, des milliers de soignants continuèrent de quitter le navire. L'essentiel de la politique sanitaire du gouvernement dut se chercher ailleurs. Elle consista à s'obstiner dans l'inversion des responsabilités et la traque du relâchement des Français, qui prit la forme d'un chantage quotidien aux vacances. Cette petite musique qui allait nous bercer tout l'été fut l'humiliation ultime d'une nation de citoyens traités comme une horde d'enfants désobéissants qui ne pouvaient comprendre que le chantage au maillot de bain et à qui on referait le coup quelques mois plus tard avec les fêtes de Noël. Reconfinement, le basculement dans une longue nuit sans Noël.
1er septembre, 28 novembre 2020. La France de la défaite aura eu un gouvernement de vieillards. La France d'un nouveau printemps devra être la chose des jeunes. Marc Bloch, L'étrange défaite. Le chantage à la plage étant clos, la rentrée allait être dominée par la menace permanente du reconfinement. La ministre de l'Enseignement supérieur annonçait la couleur dès le 13 septembre. En désignant les universités comme de dangereux clusters, elle inversait à son tour les responsabilités, essayant de faire oublier qu'elle ne leur avait alloué aucun moyen, ni pour réparer les dégâts pédagogiques du confinement, ni pour lutter contre l'engorgement des locaux. Car à l'université aussi, et depuis des années, on était passé d'une logique de stock à une logique de flux. Elle s'était donc, elle aussi, entêtée dans son agenda en lançant durant l'été un appel à projet de 50 millions d'euros sur le virage numérique, chargé de transformer les stocks d'étudiants en flux de connexion. Comme à l'hôpital, elle nous ferait sûrement bientôt le coup de la demande sociétale. Il y avait tant d'avantages à être mobile et à pouvoir étudier depuis son domicile ou son train à grande vitesse. À l'université de Bordeaux, 2 millions d'euros furent engagés pour équiper tous les locaux en Zoom Room. Cet investissement en dur, annonçant le caractère irréversible du virage. Partout ailleurs, la ministre imposa le modèle des formations hybrides, déjà promu par France Université Numérique, FUN, qui elle-même l'avait emprunté au blended learning, venu du monde de l'entreprise. Tandis que le présentiel de chair et d'os était désormais considéré comme trop contaminant, et tandis que le 100% distanciel aurait été un peu trop brutal, cette formule s'imposa comme le nouveau dogme trinitaire, articulant la distance du Père, la présence du Fils, l'hybride faisait fonction de Saint-Esprit. Au prestige d'une pédagogie innovante, vendue comme progressiste car inversée, on alliait l'humanisme du contact, surtout insistait-on pour les premières années, oubliant que la casse allait en réalité sévir à tous les niveaux. On aurait pourtant pu inventer tant d'autres choses. Instaurer les cours du soir, réinvestir les bibliothèques, développer des pratiques de lecture dirigée, encourager le travail en groupe et la logique de la recherche dès la licence. Mais puisque le ministère avait déjà préconçu le format, il ne fut pas jugé utile de consulter l'intelligence collective des collègues et de leurs étudiants. Car à l'université aussi, nous étions en pandémie, c'est-à-dire dans un monde où l'on n'avait plus le temps de s'embarrasser avec la démocratie. Tandis que dans les lycées et les classes préparatoires, les élèves s'entassaient les uns sur les autres avec la bénédiction des rectorats, les petits chefs de l'enseignement supérieur se mirent à rivaliser d'inventivité pour imposer leur vue, non seulement en pédagogie, mais en matière de sécurité sanitaire, contribuant à vider petit à petit les campus de leurs forces vives. On vit surgir des teams Covid et déambuler des brigades d'hygiène imposant jauges, règles et consignes tatillonnes décrétées par des présidents qui le plus souvent se mirent à gouverner seuls, dans l'oubli des principes démocratiques, qui, depuis la loi Faure de 1969, étaient censés régir le fonctionnement des universités. Alors que tous les autres secteurs de la société se battaient pour reprendre une vie normale, nombre d'universités s'illustrèrent par leur excès de zèle, se complaisant dans un semi-confinement dont les étudiants, condamnés la moitié de leur temps à consommer des vidéos sur leur smartphone, furent les premières victimes. Au même moment, la même ministre continua de déployer l'autre volet de son agenda politique, une loi de programmation de la recherche, LPR, qui affichait l'ambition de redonner des moyens à la science. Cela tombait bien. Avec la santé et l'éducation, la recherche scientifique était apparue, à la faveur de la crise, comme le bien commun de tous les citoyens. Sauf que la logique qui était appelée à triompher avec cette loi fut dénoncée
par l'immense majorité des chercheurs comme un coup de grâce. Au lieu de soutenir la science comme une enquête collective sur les causes de nos problèmes et sur les processus de long terme dans lesquels nous étions impliqués, ce projet de loi entendait parachever sa mise sous tutelle par le monde économique et politique, accélérant une dérive qui avait commencé à se généraliser dès les années 2000 en Europe. En choisissant de la soumettre intégralement à la logique court-termiste des appels à projets, elle plébiscitait ce qui justement avait désarmé la recherche française sur les coronavirus en même temps que celle sur les zoonoses, jugée à l'époque peu rentable sur le marché de la valorisation. Victime du solutionnisme technologique, des secteurs entiers de la recherche fondamentale et appliquée, mais aussi l'ensemble des savoirs critiques qui n'avaient rien à vendre sur le marché, étaient progressivement réduits à la misère, depuis des années déjà, par un pilotage managérial de la recherche du même type que celui qui avait désarmé l'hôpital, au nom de l'accélération des rendements et de l'innovation. Devant le niveau de colère du monde académique, contre le passage en force de la loi, on aurait pu s'étonner de tant d'acharnement. Mais il y avait là une véritable cohérence, l'esprit de la LPR étant exactement celui qui avait guidé Emmanuel Macron pendant toute la gestion de la crise. Devant l'irruption de la catastrophe, en effet, il ne s'agissait surtout pas de demander aux laboratoires et aux universités de réfléchir, conjointement avec les étudiants et avec l'ensemble des citoyens, à l'enchaînement des causes qui avaient pu nous conduire là où nous étions. Il s'agissait encore moins de réarmer le travail critique d'une recherche scientifique conduite avec les citoyens pour imaginer d'autres organisations. Il s'agissait au contraire de faire de la crise une aubaine pour renforcer la même logique, accélérer la course compétitive à l'innovation, tant du côté du numérique, e-learning, e-santé, application de traçage, que de l'industrie pharmaceutique, molécules ou vaccins. Loin d'être désarçonnée par la crise, la Startup Nation continuait de s'entêter dans son programme. Dans un environnement dégradé, pollué et désormais contaminé, où les crises allaient devenir chroniques, il s'agissait que tout le monde de la recherche nous apprenne non pas à lutter contre les causes qui avaient produit la crise, mais à s'y adapter et ce faisant à les reconduire inchangés. Il suffisait de lire les éditoriaux alarmants des grandes revues scientifiques dénonçant cette mise sous tutelle de la science par le marché, pour se convaincre que la LPR n'inventait rien de nouveau. En privant d'avenir d'innombrables jeunes chercheurs, épris de savoir critique, en empêchant la science de répondre aux aspirations nouvelles de la société à changer de modèle dans tous les domaines, la LPR et son monde trahissaient une société malade dans laquelle les tenants de l'Ancien Régime avaient décidé, pour que rien ne change, de retirer toute perspective d'avenir aux jeunes générations. En décrétant le couvre-feu et en visant, une fois de plus, la jeunesse jugée trop relâchée, la gérontocratie au pouvoir fit encore un pas de plus dans cette direction, mais ce fut peut-être un pas de trop. En choisissant cette symbolique sinistre, elle essaya d'exploiter jusqu'à la lie le vocabulaire martial inauguré en mars, sauf que le caractère déplacé de la métaphore commença à se voir. Toute la société se sentit basculer dans une longue nuit sombre, au bout de laquelle s'agitait toujours le même chantage régressif aux lumières de Noël. En même temps qu'on s'en prenait systématiquement aux plus jeunes, l'infantilisation régnait jusqu'à l'humiliation. À compter de ce pas de trop, certains commencèrent à sortir du silence et de la sidération. Des partis politiques se mirent à s'opposer, des citoyens à s'interroger, des journalistes à se questionner, des étudiants à alerter et des chercheurs à manifester. Au seuil de l'hiver qui arrivait, on était peut-être en train d'assister au réveil de la démocratie. Et c'est dans ce moment
où s'éprouvait comme un regain de vie annonciateur du printemps, qu'on apprit la terrible nouvelle. D'abord par 2 prix Nobel d'économie, ensuite par des rumeurs sur les réseaux sociaux, puis par la presse la plus officielle, et enfin par le discours présidentiel du 28 octobre. Pour sauver Noël, Emmanuel Macron avait décidé de nous reconfiner. Le verdict sonna comme un immense aveu d'échec, celui d'un gouvernement sclérosé, engoncé dans ses vieilles manières de penser, et qui n'avait jamais su faire face à la nouveauté. Le monsieur déconfinement du mois de mai était entre-temps devenu Premier ministre, et il avait si mal conduit sa mission qu'elle s'achevait par le reconfinement. Lui qui avait mis en place la T2A en son temps, cette fameuse tarification à l'activité, qui avait tant affaibli l'hôpital et que tous aujourd'hui décriaient, et lui qui n'avait proposé aucun plan pour faire face au possible rebond épidémique, persistait plus que jamais dans son être et déclarait le 7 novembre qu'on ne pouvait pas augmenter toujours le nombre de lits et que ce n'était pas souhaitable parce que ça voudrait dire qu'on laisserait se développer l'épidémie. Confirmant le choix d'un hôpital de flux plutôt que de stock, il oubliait par là même le rôle des institutions et le principe de continuité de l'État, celui de garantir une stabilité capable de faire face aux dangers et à l'imprévu. Du printemps à l'hiver, on avait même continué à supprimer des lits et on exigeait de l'hôpital 1 milliard d'économies dans le futur budget. Le Parlement, qui menait patiemment l'enquête depuis le mois de mars, reprit alors toute sa place dans l'espace public en contestant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Ce qui valut à l'opposition cet anathème ahurissant de la part d'un ministre de la République. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Surexploitant le registre compassionnel, un jeune homme de 28 ans intubé, et celui de l'héroïsation des soignants assignés au dévouement, Olivier Véran transférait sa propre responsabilité dans la crise sur l'opposition, et alors même que nombre de députés qui avaient osé le défier défendaient depuis des années un plan de reconstruction de l'hôpital public. Cette sclérose d'un pouvoir arc-bouté sur ses positions déclencha dans les hôpitaux une nouvelle vague de mots, de mails et de schémas, accompagnée d'une sourde inquiétude, celle de revivre la même catastrophe, mais avec un personnel réduit, qui, ayant entre-temps bu la potion du Ségur, serait plus en colère encore. Les managers ne trouvèrent alors qu'une seule solution. Pour s'occuper des Covid, on décida de s'en prendre au non-Covid, ce qui impliquait d'imposer à tous, y compris aux patients atteints de maladies graves, la déprogrammation, au prix s'il le fallait de l'angoisse et de la faute. Avec cette nouvelle vague, ce fut une autre vague, sourde, silencieuse et invisible, car loin des micros et des caméras, de souffrance et d'angoisse qui recouvrit l'hôpital. La même vague recouvrit aussi tout le pays, qui se sentit bel et bien basculer dans la nuit. Une nuit dans laquelle il n'était plus autorisé de vendre des livres, où les plus petites boutiques étaient écrabouillées par d'immenses plateformes, où l'on se congratulait sans honte de faire l'aumône à des étudiants qui n'avaient plus rien pour se nourrir, où l'on craignait chaque jour d'apprendre un suicide, où les artistes étaient réduits au silence et où les universités seraient les dernières à rouvrir après les églises, les stations de ski et les clubs échangistes. Un monde où l'injustice et l'arbitraire s'étalaient au grand jour et où les citoyens, même les plus raisonnables, avaient pris le parti de ne plus trop respecter les lois tant elles leur semblaient iniguës et incohérentes. Et un pays que la presse internationale, choquée par la loi sécurité globale et la multiplication des violences policières, commençait à désigner comme un nouveau régime autoritaire. Redoutant que la fin du confinement sonne la reprise des mobilisations sociales, le pouvoir, fébrile, fabriquait à la va-vite un arsenal sécuritaire contre les manifestants.
Du couvre-feu à l'article 24, en passant par le fichage pour opinion politique, ces incessantes transgressions produisirent finalement l'effet contraire, celui d'un réveil politique des citoyens pour défendre les libertés publiques. Le 28 novembre 2020, bravant partout en France le confinement, des centaines de milliers de citoyens signifiaient au gouvernement qu'ils étaient désormais prêts à lui résister. La colère commençant à gronder, on s'empressa de la couvrir par la promesse du vaccin. On allait, c'est sûr, vers la lumière et on essaierait cette fois d'être les premiers. Les plus prometteurs n'en étaient certes qu'aux effets d'annonce. Court-circuitant les pratiques scientifiques en vigueur, qui exigeaient que les résultats soient présentés dans les publications contrôlées par les pairs, Pfizer et Moderna vendaient leurs promesses directement au marché, quitte à nous vanter des produits qui peut-être ne marcheraient pas si bien. Mais tandis que le monde scientifique s'alarmait de ces dérives, les autorités françaises décidèrent de ne pas s'embarrasser avec de tels doutes qui alimenteraient, c'est sûr, la défiance et le complotisme. Dans la course au vaccin, il fallait avancer, c'est-à-dire préparer les Français, quoi qu'il en coûte, à se faire vacciner. Le problème n'était pas l'information elle-même, incomplète et incertaine, mais une fois de plus la défiance de la population. Et tout particulièrement celle des jeunes, qui en plus d'avoir le mauvais goût de se relâcher, avaient celui de résister plus que les autres aux innovations. C'est alors que s'imposa la solution. L'affaire se réglerait facilement avec les plus âgés, qui étaient à la fois les plus à risque et les moins défiants. Pour la gérontocratie qui nous gouvernait, la chose finirait peut-être ainsi, par un arrangement entre vieilles gens, qui laisserait la jeunesse loin de tout ça, mais qui ferait la démonstration à l'électorat vieillissant du président que tout était mis en œuvre pour les protéger. Mais que feraient les autorités sanitaires du doute des soignants, qu'elles s'étaient accoutumées à museler et à sanctionner? Après en avoir fait des héros, allaient-elles dorénavant dénoncer leur manque d'équipement intellectuel? Que ferait-elle aussi des questions de la jeunesse qui regarderait faire ses aînés sans les comprendre? Et qu'allait-elle faire de la colère de toute une société qui avait envie de savoir et qui aspirait à ce qu'on libère la science, l'éducation et la santé des tutelles obscures qui étaient en train de les mettre au pas? Alors que l'épidémie nous aura finalement conduits ici, et que la lumière qu'on nous agite au bout du tunnel nous fait l'effet de ténèbres, nous sommes nombreux à nous dire qu'il est temps que l'on rouvre nos universités, ces lieux où il est encore permis à la jeunesse d'apprendre, avec l'aide des plus âgés, à douter, à chercher et à instruire jusqu'au bout ses propres questions. Et nous sommes un certain nombre à penser aussi que l'esprit de l'université devrait désormais se répandre partout où se transmet du savoir, à commencer par ces hôpitaux et ces écoles où l'on apprend à être soignant, patient ou élève. Car nos métiers de soignants, d'éducateurs, d'enseignants ou de chercheurs sont au fond à la croisée des chemins. Nous pouvons certes continuer à nous confiner dans la tiédeur de nos bureaux et à participer activement avec nos écrans à la mise en place des réformes qui détruisent les institutions qui jusque-là avaient porté ces métiers. Mais nous pouvons aussi tenter de nous unir avec quelques autres pour constituer des réseaux de résistance capables de réinventer la mobilisation, la grève et le sabotage, en même temps que le forum, l'amphithéâtre et l'agora. En s'y mettant à plusieurs, ici et maintenant, en ouvrant en grand nos institutions à tous les citoyens qui, comme nous, sont convaincus que le savoir ne se capitalise pas, mais qu'il s'élabore ensemble, et dans la confrontation conflictuelle des points de vue, nous pourrions peut-être contribuer à faire de cette pandémie, mais aussi de la santé et de l'avenir de la vie, non pas ce qui suspend, mais ce qui appelle la démocratie. Barbara Stiegler, 14 décembre 2020.